80 hommes ont décollé vers Tokyo, en sachant qu'ils n'avaient pas assez de carburant pour rentrer. Certains ont écrit leur testament avant d'embarquer. Et pourtant, cette mission impossible a changé le cours de la guerre. Voici leur histoire. 7 décembre 1941. En quelques heures, la flotte américaine du Pacifique est anéantie. Des cuirassés brûlent. Des centaines d'avions sont détruits. 2403 Américains meurent ce matin-là. Et Washington n'a qu'une seule question. Comment frapper le Japon quand l'ennemi semble intouchable? Roosevelt veut une réponse, pas seulement une victoire militaire, un symbole. Une attaque qui brisera le mythe de l'invincibilité japonaise. Quelque chose que le monde entier verra. Mais frapper Tokyo pose un problème que personne ne sait résoudre. Tokyo est à plus de 10 000 km. Les bombardiers américains n'ont pas cette portée. Les bases aériennes alliées sont trop loin. Alors, une idée insensée commence à circuler dans les couloirs de Washington. Faire décoller des bombardiers géants depuis un porte-avions. Quelque chose qui n'avait jamais été tenté. Pour mener cette mission folle, l'armée choisit un homme hors du commun, le lieutenant-colonel James Doolittle. Pilote de légende, ingénieur de génie, un homme qui avait passé sa vie à repousser les limites du possible et qui n'avait jamais refusé un défi. Le plan est d'une audace terrifiante. 16 bombardiers B-25 Mitchell décolleront d'un porte-avions au milieu de l'océan Pacifique. Ils frapperont Tokyo, Osaka, Nagoya, puis ils continueront vers la Chine, car il n'y a pas assez de carburant pour faire demi-tour. Un B-25 a besoin de 300 mètres de piste pour décoller. Sur le pont du porte-avions, il n'y en a que 140. Les pilotes s'entraînent jour et nuit. Chaque mètre compte. Chaque erreur de calcul peut être fatale. 80 aviateurs se portent volontaires. La plupart ont moins de 25 ans. On ne leur dit pas exactement où ils vont, mais certains comprennent. Et avant d'embarquer, ils écrivent leur testament. Avril 1942. Le porte-avions USS Hornet quitte discrètement San Francisco. À son bord, 16 bombardiers, 80 hommes et un secret que personne ne doit connaître. Direction, le cœur de l'Empire japonais. Mais à 1200 km du Japon, un navire de patrouille japonais repère la flotte. Le secret est compromis. Dans quelques minutes, Tokyo sera alerté. Doolittle a le choix. Rebrousser chemin et abandonner, ou décoller maintenant, 250 km plus tôt que prévu, ce qui signifie encore moins de carburant, ce qui signifie que certains ne rentreront peut-être jamais. Il donne l'ordre de décoller. Les moteurs rugissent, le pont tremble. Un par un, les bombardiers s'arrachent du porte-avions et disparaissent dans les nuages. Après 6 heures de vol, Tokyo apparaît à l'horizon. La ville est calme. Personne ne s'attend à ça. Personne ne s'y est préparé. C'est exactement ce que Doolittle voulait. Les bombes tombent sur Tokyo, sur Yokohama, sur Osaka, sur Nagoya. Des usines militaires, des dépôts de carburant, des installations navales. En quelques minutes, le mythe de l'invincibilité japonaise s'effondre. Pour la première fois depuis des siècles, le sol japonais est attaqué. La terreur que le Japon avait semée partout dans le monde venait de frapper chez lui. Mais la mission n'est pas terminée. Les pilotes ont largué leurs bombes. Maintenant, ils doivent survivre. Le carburant est presque à zéro. La Chine est encore à des centaines de kilomètres. Le silence dans les cockpits est total. La nuit tombe. Une tempête éclate au-dessus de la Chine. Sans carburant, sans visibilité, sans piste d'atterrissage, les pilotes font face à l'impensable. Certains sautent en parachute dans l'obscurité totale. D'autres s'écrasent dans des forêts, dans des rizières. 2 avions atterrissent en Union soviétique. Aucun B-25 ne survivra intact. Mais la plupart des hommes, oui. Dans les campagnes chinoises, des villageois qui n'avaient jamais vu un Américain risquent leur vie pour en sauver. Ils cachent les pilotes, les soignent, les guident vers la sécurité. Acte de courage que l'histoire a presque oublié. La réponse japonaise est brutale. 250 000 civils chinois seront tués dans les régions qui ont aidé les aviateurs américains. Le prix du courage de ces villageois fut catastrophique. 8 aviateurs sont capturés. 3 seront exécutés.
Un mourra en captivité. Leur sacrifice ne sera reconnu que des années plus tard. Quand Doolittle pose le pied sur le sol américain, il est convaincu d'avoir échoué. Ses avions sont perdus, ses âmes sont dispersées, blessées, capturées. Il attend des reproches. Au lieu de ça, le président Roosevelt lui remet personnellement la médaille d'honneur, la plus haute distinction militaire américaine. L'homme qui pensait avoir tout raté était devenu le héros d'une nation. Au Japon, la panique s'installe dans les hautes sphères militaires. Si les Américains peuvent frapper Tokyo, nulle part n'est sûr. L'empereur lui-même avait été en danger. Cette humiliation ne pouvait pas rester sans réponse. Au Japon, la panique s'installe dans les hautes sphères militaires. Si les Américains peuvent frapper Tokyo, nulle part n'est sûr. L'empereur lui-même avait été en danger. Cette humiliation ne pouvait pas rester sans réponse. Le raid de Doolittle n'a pas détruit Tokyo. Il n'a pas mis fin à la guerre, mais il a accompli quelque chose de plus puissant. Il a prouvé qu'aucun ennemi n'est invincible, il a redonné espoir à un peuple brisé. Et il a semé les graines de la victoire finale. 80 hommes, 16 bombardiers. Une mission que tout le monde disait impossible. Ils sont partis sans certitude de rentrer, sans garantie de survivre, avec seulement leur courage et la conviction que certaines choses valent la peine d'être tentées. L'histoire leur a donné raison.